Bonjour, c'est encore votre vieux frère, Dr Daniel. Le but de cette vidéo est de vous parler de la congruence, partie A. La vidéo précédente concernait la congruence, partie A. Cette vidéo va correspondre à la congruence, partie B. Dans cette vidéo, nous allons commencer par donner les propriétés de la congruence. Donc, on va continuer les propriétés de la congruence qu'on avait commencé à la vidéo précédente. Ensuite, en petit 2, qui va être intitulé Comment résoudre une équation de la forme AX est congru à B modulo N. Comment déterminer l'inconnu X, que je vais essayer de généraliser la méthode. Je vais vous montrer comment déterminer l'inconnu X en généralisant la méthode. En petit 3, qui va être intitulé le corollaire de Fermat, je vais énoncer le corollaire de Fermat, je vais démontrer ce corollaire et ensuite je vais vous donner un exemple. Et enfin, en petit 4, qui va être intitulé théorème de Fermat, que je vais énoncer. Ensuite, je vais démontrer et je vais vous donner l'exemple pour que vous puissiez vous imprégner de cette vidéo et des différentes propriétés, afin que vous puissiez résoudre une équation, résoudre un exercice sur les congruences. C'est le but de la vidéo. Sans plus tarder, nous allons commencer par le petit 1 qui va être intitulé Propriété sur la congruence. Nous allons continuer avec la propriété 6 que je vais énoncer. P6 qui dit soit A, B appartenant à Z étoile, K appartient à Z et N supérieur ou égal à 2. On dit si A est congru à B modulo N, alors A à la puissance K est congru à B à la puissance K modulo N. Nous passons à la démonstration. Nous allons supposons que A est congru à B modulo N et montrons que A à la puissance K est congru à B à la puissance K modulo N. Nous allons utiliser notre hypothèse qui est A congru à B modulo N. Par définition, ceci signifie qu'il va exister un K appartenant à Z tel que quoi? Tel que A s'écrit sur cette forme B plus K N. Nous allons prendre P plutôt. P. Ensuite,
nous allons calculer A à la puissance K, qui est égal à quoi? Qui est égal à B plus Pn à la puissance K. Ceci implique que A à la puissance K, en utilisant le binôme de Newton, nous aurons combinaison de nous aurons somme des I allant de 0 à K de combinaison de I dans K, de B à la puissance K et Pn à la puissance K moins I. Nous continuons. Ça va faire A à la puissance K qui correspond à... Je vais essayer d'éclater cette formule. En éclatant cette formule, on va aller de... I va varier de 0 à K-1. J'éclate cette formule. Ça va faire somme des I allant de 0 à K-1 de combinaison de I dans K, B à la puissance K, P, N à la puissance K moins I, plus, comme j'ai éclaté cette formule, je suis quitté de 0 à K moins 1. Ça veut dire qu'il reste un K. K à la puissance B à la puissance K. Ensuite, je fais sortir de N. Ça va faire A à la puissance K est égal à N somme des I allant de 0 à K moins 1 de combinaison de I dans K, B, B, ça c'est I, c'est K, B à la puissance I, P, N, I à la puissance K moins I, N à la puissance K moins 1 plus I plus P, B à la puissance K. Ceci c'est I. Voilà. C'est I qui varie. Ceci implique quoi? Ceci implique que en posant notre Q est égal à somme de I allant de 0 à K-1 de combinaison de I dans K, B, I, P, K moins I et N K à la puissance K moins 1 moins I. Or, tout ceci appartient à Z. Si tout ceci appartient à Z, ça veut dire que notre A à la puissance K devient N Q plus B à la puissance K. Ceci, par définition de la congruence, ça va faire A à la puissance K est congru à B à la puissance K modulo N. D'où la démonstration. Nous allons passer à un exemple. On demande on dit soit N supérieur ou égal à 2. On demande de montrer que K à la puissance N est congru à 1 modulo 3. Nous allons utiliser en utilisant la division euclidienne de 4 par 1 par 3 de 4 par 3, on a quoi? On va avoir on va avoir 4 est égal à 3, 1,
plus 1. Ceci implique que quoi? Ceci implique que 4 est congru à 1 modulo 3. 4 est congru à 1 modulo 3. Ceci implique que quoi? 4 à la puissance n, d'après la propriété, lorsque a est congru à d modulo n, alors a à la puissance k est congru à d à la puissance k modulo n. C'est ça que j'applique. Ça va faire k à la puissance n est congru à 1 à la puissance n modulo 3. Ceci implique que k à la puissance 4 à la puissance n est congru à 1 modulo 3. D'où la démonstration. Nous passons maintenant à la propriété 7. Qui stipule quoi? Propriété 7. Qui dit soit n un entier, p un nombre premier. Un nombre premier. Or, soit p un entier, soit p un entier. On dit n divisible par 9 si et seulement si la somme des chiffres qui composent grand N est divisible par 9. Nous allons passer à la démonstration. On dit, lorsqu'on prend un entier et on veut déterminer la condition, on dit n est divisible par 9, donc cet entier est divisible par 9 si et seulement si la somme des chiffres qui composent n est divisible par 9. Nous passons à la démonstration. Nous allons prendre un nombre n qui est sur la forme xn moins 1, x 1, x0. Un nombre qui s'écrit comme ça sur cette forme. Ce nombre, on va le mettre en base 10. Mettons n en base 10, c'est-à-dire n s'écrit sur cette forme, sur la forme somme des i allant de 0 à n de 10 à la puissance i x indice i. Ceci, c'est déjà en base 10. Maintenant, ensuite, nous supposons que je vais prendre directement que la somme, supposons que la somme des chiffres qui composent n
divisible par 9 et montrons que n est congru à 0 modulo 9. C'est ce que on veut montrer. Si j'ai réussi à montrer ça directement, l'autre sens va essayer d'être vrai. C'est ci et seulement ci. Donc, j'ai choisi un sens et je montre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh, 10, d'après la division euclidienne, 10 de 10 par 9, 10 est congru, 10 est égal à quoi? 10 est égal à 1, est égal à 9 fois 1 plus 1. Ceci implique que 10 est congru à 1 modulo 9. Ceci implique que 10 à la puissance i est congru à 1 modulo 9 d'après la propriété 6. D'après la propriété 6, ceci implique que quoi? Ceci implique que somme de 10 à la puissance i de i allant de 0 à n est congru à somme des xi i allant de 0 à n modulo 9. Or, ceci implique que n est congru à la somme des i allant de 0 à n modulo 9. Xi modulo 9. Maintenant, d'après notre hypothèse, la somme des xi i allant de 0 à n est congrue à 0 modulo 9. Donc, cette somme est divisible par 9. Je dis bien que x les valeurs ci correspondent au nombre qui constitue n. Or, x0 correspond au chiffre des unités, x1 correspond au chiffre des dizaines, x2 correspond au chiffre des centaines, x3 correspond au chiffre des milliers, ainsi de suite. Donc, on a ces chiffres, donc la somme de ces chiffres, c'est ça qui correspond à la somme des i, à la somme des x indice i allant de 0 à n. Or, nous avons, d'après notre hypothèse, cette somme-là est congrue à 0. Si cette somme-là est divisible par 9, étant donné que n est congru à cette somme modulo 9, alors par transitivité, n est congru à 0 modulo 9. D'où la démonstration. Nous allons passer à un exemple. On nous demande de montrer que n est égal à 4, 8, 9. Montrer que n est égal à 488 889 est
divisible par 9. On veut montrer ça. Or, d'après notre propriété, on dit pour montrer que cette somme-là est divisible par 9, il suffit, pour montrer que ce nombre-ci est divisible par 9, il suffit de montrer que la somme des chiffres que constitue n est divisible par 9. Donc, ça veut dire que je vais essayer de calculer cette somme que je vais appeler S. S est égal à 4 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 9. Or, cette somme-là nous donne 45. Cette somme-là nous donne 45. Or, maintenant, on doit se poser la question, est-ce que 45 est un multiple de 9? Est-ce que 45 est un multiple de 9? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que 45 est un multiple de 9? Nous constatons qu'on peut décomposer 45. 45 est égal à 9 fois 5. Donc, ça implique que 45 est bien un multiple de 9. Si 45 est un multiple de 9, donc n est congru à 0 modulo 9 pour la démonstration d'après la propriété que j'ai énoncée. Ensuite, nous allons passer à la propriété 8. On va énoncer la propriété 8. P8. Toujours, on va prendre toujours notre n appartenant à Z. Ensuite, on va dire si n est congru à 0 modulo 11 si et seulement si la somme des i, des moins 1, indice i, x, indice i allant de 0 à n est congru à 0 modulo 11. Et c'est qu'on veut montrer. On va montrer que, pour montrer que n est congru, est divisible par 9, il suffit de montrer que ceci est divisible par 9. Démonstration. Démonstration. Nous allons supposer que nous allons prendre un nombre n. On prend d'abord n est égal à x n moins 1, x 1, x0. Qu'on écrit en base 10. En base 10, ça nous donne somme des i allant de 0 à n. En base 10, ça nous donne ceci. On va maintenant dire ceci. On va supposer, supposons que somme des est divisible par 11 et montrons que n est aussi
est divisible par 11. Comment monter ça? Nous allons prendre notre n en base de 10. Par division euclidienne, on constate que 10 est égal à quoi? Est égal à 11 fois 1 moins 1. Ceci implique quoi? Ceci implique que 10 est congru à moins 1 modulo 11. Ceci implique que 10 à la puissance i est congru à moins 1 à la puissance i modulo 11. Ceci implique quoi? Ceci implique que somme des 10 à la puissance i, x indice i allant de 0 à n est congru à la somme des moins 1 à la puissance i, x indice i allant de 0 à n est congru est modulo 11. Ensuite, ceci en remplaçant, ça va faire n est congru à la somme des modulo 11. Nous avons supposé, d'après notre hypothèse, d'après somme des, dans notre hypothèse, est congru à 0 modulo 11 en utilisant la transitivité de la congruence, en utilisant la transitivité de la congruence, on voit que n est congru à cette somme modulo 11 et cette somme-là est congrue à 0 modulo 11. En utilisant le théorème par transitivité de la congruence, on va constater directement que n est congru à 0 modulo 11 par transitivité, d'où la démonstration. Nous allons maintenant passer à l'exemple. On demande on va passer à l'exemple. On nous demande de montrer que n est égal à 111 est congru à 0 modulo 11. Est congru à 0 modulo 11. On veut montrer ça. Maintenant, ceci correspond au chiffre des unités, chiffre des dizaines et chiffre des centaines. Regardez bien. Ça va faire quoi? Ça va faire somme des i à la puissance 1. Or, comme c'est 11, i allant de, on a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça va faire i allant de 0 à 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. I allant de 0 à 2. En calculant ceci, nous aurons quoi? Nous aurons 1 moins 1 on va prendre ceci à la puissance
1, 2, 3, 4. C'est 1, 2, 3, 4 à la puissance quoi? 1, 2, 3, 4. I allant de 0 à 4 moins 1. 4 moins 1 correspond à 3. Donc, ça veut dire que lorsque I prend la valeur 0, on a 1. Plus, lorsque I prend la valeur 1, on a moins 1. Plus, lorsque I prend la valeur 2, plus, lorsque I prend la valeur 3. Or, nous constatons que quoi? Nous constatons que ça va faire A, ça va faire 1 moins 1, plus 1 moins 1. Or, ceci correspond directement à 0. Or, nous voyons bien que 0 est congru à 11 modulo 11. D'où, si 0 est congru à 11 modulo 11, alors n qui est égal à 11 011 va être congru à 0 modulo 11. D'où la démonstration. Nous avons fini avec les propriétés sur la. Nous avons fini avec les propriétés sur la congruence. Nous allons passer maintenant à comment résoudre au petit 2 qui est intitulé petit 2 intitulé comment résoudre l'équation AX congru à B modulo N. Comment résoudre cette équation? Pour résoudre cette équation, nous allons utiliser deux cas. Premier cas, nous allons prendre le cas où le PJCD de A et N est égal à 1. Donc A et N sont connus entre eux. PJCD de A et N est égal à 1 implique qu'il existe un U appartenant à Z tel que quoi? Tel que, d'après la congruence, tel que A U va être congru à 1 modulo N. Va être congru à 1 modulo N. Or, on veut avoir ceci. Donc, ça veut dire que nous devons multiplier cette équation par B. En multipliant AU congru à 1 modulo N par B, on aura ABU est congru à B modulo N. D'après la propriété dans la vidéo précédente que j'ai énoncée. Lorsque A est congru à B modulo N, alors AC est congru à BC modulo N. C'est cette propriété que j'utilise, que je viens d'utiliser. Nous continuons notre résolution. Nous avons notre équation, première équation et deuxième équation. Nous allons utiliser ces deux équations. AX est congru à B modulo N. ABU est congru à B modulo N. Ça veut dire
il y a une propriété qui dit lorsque A est congru à B modulo N, C est congru à D modulo N. Donc, en faisant la division euclidienne de A par N et de C par N, on a A, lorsque A est congru à B modulo N et C est congru à D modulo N, alors on peut additionner. Ça veut dire que A plus C est congru à B plus D modulo N. C'est ça que je vais utiliser. Alors, avant d'étudier ça, je dois multiplier par 1 parce que j'ai envie d'annuler les B. En multipliant la deuxième équation par 1 et en additionnant, nous aurons A, en mettant A en facteur, x moins BU va être congru à 0 modulo N. Or, A et N sont promus entre eux. Ça implique que x moins BU est congru à 0 modulo N, car le PGCD de A et N est égal à 1. Ceci implique que x est congru à BU modulo N. Ceci implique que x est égal à... Ceci implique qu'il va exister un cas appartenant à Z tel que quoi? Tel que x se met sous la forme BU plus KN. D'où x appartient à l'ensemble BU plus KN avec B, U, N, K appartenant à Z. Ceci correspond à la solution. Nous allons passer, dans ce cas, on va utiliser un exemple pour illustrer ce cas. Exemple. On demande de résoudre l'équation on demande de résoudre l'équation de l'équation 4x congru à 2 modulo 7. On demande de résoudre cette équation. On veut déterminer x. Comment résoudre cette équation? Pour résoudre cette équation, nous allons d'abord chercher le PJCD de 4 et 7. En utilisant la division euclidienne, le PJCD 7 correspond à quoi? À 4 plus 3. 4 plus 3, ça veut dire que 7. Et que le PJCD de 4 et 7 est égal à 3. Ensuite, on va prendre 4 et 3. Ça fait 3 fois 1 plus 1. Ceci implique que le
PJCD de 4 et 7 va être égal à PJCD de 4 et 3 qui est égal à 1. On vient de déterminer d'où on vient de déterminer le PJCD de 4 et 7 qui donne 1. Donc 4 et 7 sont premiers entre eux. Comme 4 et 5 et 7 sont premiers entre eux, alors comme 4 et 7 sont premiers entre eux, ce qu'on va faire, on va faire une substitution en utilisant ceci. 4 est égal à 3, 1 plus 1. Ceci implique que 4 moins 3, 1, 4 moins 3, 1 est égal à 1. En utilisant maintenant l'équation, ça c'est l'équation 2, ça c'est l'équation 1. L'équation doit aboutir à ceci. On va prendre l'équation 2. On va tirer 3. 3 va être égal à 7 moins 4. En remplaçant dans l'équation, dans cette équation, ça va faire 4 moins 3 moins 7 moins 4, 1 est égal à 1. Ceci implique quoi? Ça va faire 4 moins 3, 1 plus 4, 1 est égal à 1. Ceci implique que nous aurons 4, 2 moins 4, 1 est égal à 1. Ceci implique que 4, 2 est congru à 1 modulo 7. Or, en multipliant cette équation par 2, en multipliant 4, 2 congru à 1 modulo 7 par 2, on aura 4 fois 2, ça fait 4 fois 2 fois 2, ça fait 4 est congru à 2 modulo 7. Ensuite, nous utilisons les deux équations. Nous avons 4x est congru à 2 modulo 7 et 4 fois 4 est congru à 2 modulo 7. En multipliant ici par moins 1 et en additionnant moins par moins, nous aurons, en mettant 4 en facteur, ça fait 4x moins 4 est congru à 0 modulo 7. Or, 4 et 7 sont premiers entre eux. Ceci implique que x moins 4 est congru à 0 modulo 7. Ceci implique qu'il existe un cas appartenant à z tel que quoi? Tel que x moins 4 est égal à 7k. Ceci implique que x est égal à 7k plus 4. D'où l'ensemble solution x appartient à 7k plus 4 avec k appartenant à z. Maintenant, nous allons passer au cas où le deuxième cas, lorsque le PJCD, deuxième cas, où le PJCD de A et N
est différent de 1, ou le PJCD de A et N est différent de 1. PJCD de A et N est différent de 1. Ça implique qu'il va exister un A', N' appartenant à Z fois Z tel que quoi? Tel que A est égal à A' PJCD de A et N est égal à N' PJCD de A et N, et le PJCD de A' et N' est égal à 1. PJCD de A' et N' est égal à 1. En utilisant PJCD, en remplaçant A et N par leur expression dans l'équation, nous aurons AX est congru à B modulo N implique quoi? Implique que A' X PJCD de A N est congru à B N' PJCD de A N. Ceci implique quoi? Que A'X est congru à B sur PJCD de A N modulo N'. Modulo N'. Nous avons maintenant une condition pour que quelle est la condition pour que cette solution, cette équation admet au moins une solution? Quelle est la condition pour que cette équation admet au moins une solution? Pour que A'X congrue à B sur PJCD de A N modulo N' admet au moins une solution, il faudra que le PJCD de A N divise B. Dans le cas où le PJCD de A N divise B, alors on peut directement soupçonner que cette équation admet au moins une solution. Dans le cas où ça ne divise pas, on va conclure qu'il n'existe pas de solution. Donc l'ensemble, ça va être ensemble vide. Alors la condition pour continuer la démonstration. Ensuite, on va supposer que le PJCD de AN divise B. PJCD de AN divise B implique qu'il existe un B' appartenant à Z tel que quoi? Tel que B est égal à B' PJCD de AN. Maintenant, qu'on va venir remplacer dans cette équation, on va dire l'équation A'X congrue à B modulo PJCD de A N modulo N' devient A'X congrue en remplaçant B par son expression et en simplifiant le PJCD, ça devient A'X
congru à B' modulo N'. Modulo N'. Nous continuons. Modulo N'. Or, le PGCD de A'N' est égal à 1. Ça implique qu'il va exister un U appartenant à Z tel que quoi? Tel que A' va être congru à 1 modulo N. A' U va être congru à 1 modulo N. En multipliant maintenant cette équation, en multipliant A'U congru à 1 modulo N' par B', on aura 2 points. A'B' U va être congru à B' modulo N'. Modulo N'. Mettez toujours en tête que notre inconnu c'est X. B'. Maintenant, on va utiliser les deux équations. Les deux équations, on a A'X est congru à B' N'. On a A'B' U est congru à B' N'. En multipliant notre deuxième équation par moins 1 et en additionnant membre par membre, on va mettre A' en facteur. Ça va faire X moins B' U est congru à 0 modulo N'. Or, A' et N' sont promis entre eux. Ceci implique que X moins B' U est congru à 0 modulo N'. Car le PGCD de A'N' est égal à 1. Ceci implique que quoi? Il existe un cas appartenant à Z tel que quoi? X moins B' U va être égal à K'n'. K'n'. Ceci implique que X va être égal à K'n' plus B' U. D'où N, l'ensemble solution c'est K'n' B' U. B' U point virgule K'n' B' U appartient à Z. Ça, c'est la solution généralisée. Lorsque le PGCD de A et B, A et N est différent de 1. Alors la démarche à utiliser. Nous allons passer à l'exemple. On demande de résoudre l'équation on demande de résoudre l'équation 4x congru à 14 modulo 3. Dans un premier temps, vous allez d'abord chercher à calculer le PGCD de 4 et 30. En utilisant la division euclidienne, nous aurons 4 multiplié par 4 multiplié par 7 plus 2. Ça va faire en sorte que nous aurons le PGCD de 4
et 30 est égal à 2. Or, nous voyons bien que le PJCD de 4 et 30 est différent de 1. Donc, 4 et 30 ne sont pas communs entre eux. Maintenant, après avoir déterminé le PJCD, nous allons vérifions que ce PJCD là divise B, donc divise 14. Donc que 14 est un multiple de du PJCD de 4 et 3 qui est 2. Que on doit vérifier si 14 est un multiple de 2. En faisant la division euclidienne, nous aurons 7 fois par 2. Nous voyons bien que 14 est un multiple de 2. Comme 14 est un multiple de 2, ça veut dire on peut maintenant simplifier notre équation. L'équation 4x se réduit maintenant à 2x, 7 et 15. Donc, on a simplifié ces nombres par le PJCD. Ça devient ceci. Ensuite, on cherche encore le PJCD de 2 et 15. Si on n'a pas toujours, jusqu'à ce que le PJCD soit égal à 1, avant maintenant de continuer la démonstration. Ça, c'est le but de la démarche. En utilisant la division euclidienne, nous aurons 2 fois 7 plus 1. Ça implique que le PJCD de 2 et 15 est égal à 1. Donc ils sont premiers entre eux. Donc comme ils sont premiers entre eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en utilisant ceci, ça va faire 2, 4, je tire 2, 7. Alors nous avons 2x, je tire 2, 7. 2, 7 est égal à 4, 15 moins 1. Il y a 15 moins 1, ceci implique que quoi? Que 2 fois 7 est congru à moins 1 modulo 15. C'est congru à moins 1 modulo 15. Ensuite, je multiplie ceci par 7. Je multiplie ceci par 7. En multipliant en multipliant 2, 7 congru à par 7, on aura 2, 49 est congru à moins 7 modulo 15. Est congru à moins 7 modulo 15. Ensuite, nous aurons, on utilise les deux équations. 2x congru à 7 modulo 15 et 2, 49 congru à moins 7 modulo 15. En additionnant membre par membre, en mettant 2 en facteur, on aurait 2 facteurs de x plus 49 est congru à 0 modulo 15. Or, 2 et 15 sont premiers entre eux. Ça implique quoi? Ça implique que x plus 49 est congru à 0 modulo 15. Car le PJCD de 2 et 15 est égal à 1. Ceci implique que x est congru à moins 49 modulo 15. Nous continuons. On cherche la division euclidienne de 49 et 15. 49
c'est égal à quoi? C'est égal à 15 fois 3 plus 4. Alors, ceci, ça va faire 45 plus 4, ça fait 49. Donc, ceci implique que quoi? Ceci implique que 49 est congru à 4 modulo 15. En multipliant ceci par moins 1, nous aurons moins 49 va être congru à moins 4 modulo 15. En utilisant la transitivité, x est congru à moins 4 à moins 49 modulo 15 et moins 49 est congru à moins 4 modulo 15 par transitivité. On aura x est congru à 4 modulo 15. Par définition de la congruence, ça veut dire qu'il va exister un cas appartenant à z tel que quoi? X est égal à 15k moins 4. D'où x appartient à l'ensemble des 15k moins k avec k appartenant à z. Là, je viens de vous montrer comment résoudre une équation de la forme ax congru à b modulo n. On a utilisé deux cas. Le cas où le PJCD de a et n est égal à 1 et le cas où le PJCD de a et n est différent de 1. Nous passons maintenant au 3 qui est intitulé corollaire de Fermat. Qui est intitulé corollaire de Fermat. Corollaire de Fermat. Maintenant, on va énoncer ce corollaire. Soit P un nombre premier et A appartenant à Z. A appartient à Z. Ce corollaire de Fermat dit si P ne divise pas A, alors A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Ça c'est le corollaire, ça c'est l'énoncé du corollaire de Fermat ou bien la conséquence du théorème de Fermat. Nous allons maintenant démontrer démonstration. Nous allons démontrer ce corollaire. Nous allons supposons que P ne divise pas A et montrons que A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. P ne divise pas A. P ne divise pas A implique quoi? Implique que P, P est un nombre premier. Si P, le nombre premier ne divise pas A, ça implique que P et A sont premiers entre eux. C'est-à-dire que le PJCD de A et P est égal à 1. Si le PJCD de A et B est égal à 1, ça veut dire que A est congru à, c'est-à-dire que A est congru à 1 modulo P, d'après la division euclidienne. Ça veut dire que A est congru à 1 modulo P. Ceci implique que A à la puissance P moins 1 va être congru à 1
modulo P d'après la propriété 6 qu'on a énoncée. D'où la démonstration. On va prendre un exemple pour illustrer cette démonstration. Exemple. Exemple, on demande de montrer que 4 à la puissance 16 est congru à 1 modulo 17. 4 à la puissance 16 est congru à 1 modulo 17. Nous allons chercher d'abord, dans un premier temps, on va chercher d'abord le PJCD2. Nous allons chercher le PJCD2. On va chercher à calculer le PJCD2 de 4 et 17. En utilisant la division euclidienne de 17 par 4, nous aurons 4 fois 4 plus 1. Ceci implique que le PJCD de 4 est égal à 1. Si c'est égal à 1, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer que ça va impliquer que bon, oui, est égal à 1. Nous allons calculer le PJCD de ceci est égal à 1. Là, ça implique que quoi? Ça implique que 4 est congru à 4 modulo 17. Je vais prendre notre étape. 4 est congru. Normalement, il y a deux cas. Donc, on va passer d'abord. On va utiliser le cas. Le cas, ça veut dire que 17 est congru à 1 modulo 4. Non. Je vais prendre l'autre. On va calculer 4 est congru à 4 modulo 17. Car le 4 est un nombre inférieur à 17. C'est justement pour ça que nous avons 4 est congru à 4 modulo 17. Ensuite, ça va faire 4 à la puissance 2 est congru à 4 à la puissance 2 modulo 17. Or, ceci implique que 4 à la puissance 2 est égal à 16 congru à 17. 16 congru à 17. Or, 16 peut encore s'écrire 17 moins 1. Ça implique que 17 est congru à moins 1 modulo 17. Donc 16 est congru à moins 1 modulo 17. Ça implique que par transitivité, c'est même impliqué que 4 à la puissance 2 est congru à moins 1 modulo 17. Moins 1 modulo 17. Or, en décomposant 16 est égal à 2 fois 8. Ça veut dire nous aurons 4 à la puissance 2, le taux à la puissance 8 est congru à moins 1 à la puissance 8 modulo 17. Or, 8 est un nombre pair. Si 8 est un nombre pair, ça veut dire que moins 1 à la puissance est un nombre pair.
est égal à 1. Ça veut dire 4 à la puissance 16 est congru à 1 modulo 17. D'où la démonstration. Nous passons maintenant au petit cas qui est intitulé théorème du grand Fermat. Théorème du grand Fermat. Oui. Beaucoup de respect. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. Grand Fermat. Ce théorème a fait naître beaucoup de choses. Comme en informatique, dans l'algorithme, la programmation, ce théorème continue toujours à faire ses effets. Ce théorème que je vais énoncer, qu'est-ce que Fermat dit? Monsieur Fermat dit soit un nombre P est nombre premier, soit P est nombre premier, soit P est nombre premier et A un entier. Fermat dit lorsqu'on a un nombre premier et qu'on a un entier, on peut dire que cet entier à la puissance du nombre premier est congru à l'entier modulo P. C'est ce que Fermat dit. Nous allons passer à la démonstration Nous allons utiliser deux cas. Premier cas, nous allons prendre le cas où A est congru à 0 modulo P. A est congru à 0 modulo P. Maintenant, nous allons montrer ce théorème. A est congru à 0 modulo P. A congru à 0 modulo P. Maintenant, pour montrer que A à la puissance P est congru à A modulo P, il suffit de montrer que A à la puissance P moins A est congru à 0 modulo P. C'est ce qu'il suffit de montrer. Je vais prendre A à la puissance P moins 1. En mettant A en facteur, nous aurons A à la puissance P moins 1 moins P moins 1 moins 1. Or, d'après le premier cas, A est congru à 0 modulo P. Si A est congru à 0 modulo P, en multipliant ceci, parce que notre P est supérieur, c'est un nombre premier, donc ça veut dire que c'est supérieur à 1. Si, c'est justement pour ça que j'ai mis A en facteur. Or, dans le premier cas, A est congru à 0 modulo P. En utilisant la propriété que j'ai démontré dans la vidéo précédente, lorsque A est congru à B modulo N, alors AC est congru à BC modulo N. C'est ça que je vais utiliser. Donc, je vais multiplier ceci par A à la puissance P moins 1 moins 1. Ça va impliquer A à la puissance A fois A à la puissance P moins 1 va être congru à 0 modulo P. Parce que ce nombre ici est différent de 0.
modulo P. Ceci implique directement que A à la puissance P moins A est congru à 0 modulo P. Est congru à 0 modulo P. Congru à 0 modulo P. Ceci implique quoi? Ceci implique encore que A à la puissance P est congru à A modulo P. D'où la démonstration. D'où la démonstration. Au cas où A est divisible par P. Maintenant, nous allons prendre le cas où, ça c'est le premier cas, on vient de montrer que le théorème de Fermat est vérifié dans le premier cas. Maintenant, cherchons à montrer dans le deuxième cas, cas où ceci n'est pas divisible par P. Cas où A n'est pas divisible par P. A n'est pas congru à 0 modulo P. Or, P est un nombre premier. Ça veut dire que A est congru à 1 modulo P. Or, A n'est pas congru à 0 modulo P. C'est-à-dire A n'est pas divisible par P. Si A n'est pas divisible par P, étant donné que P est un nombre premier, ça veut dire que A et P sont premiers entre eux. S'ils sont premiers entre eux, ça veut dire le reste de la division euclidienne de A par P, c'est 1. Donc ça veut dire que nous aurons A va être congru à 1 modulo P. En utilisant le corollaire de Fermat, ça va impliquer que quoi? Que A, P moins 1 est congru à 1 modulo P. D'après le théorème de Fermat. D'après le corollaire de Fermat. D'après le corollaire de Fermat ou d'après le théorème, d'après la conséquence du théorème de Fermat. En multipliant maintenant ceci par A, nous aurons A point A à la puissance P moins 1 est congru à 1 point A modulo P. Je rappelle encore la propriété. La propriété que j'ai utilisée, c'est une propriété que j'ai démontrée à la vidéo précédente qui dit que lorsque A est congru à B modulo N, alors AC est congru à BC modulo N. C'est ça que j'utilise là. Ça implique que A à la puissance P est congru à A modulo P. Pour la démonstration. Donc, Fermat avait raison d'énoncer ce théorème. Nous allons passer à un exemple pour illustrer ce théorème de Fermat. Exemple. Nous allons prendre toujours notre même exemple. Montrons que 4 à la puissance 16 est congru à 4 modulo 17. Or, on venait de montrer que 4 à la puissance 17 est congru à 4 modulo 17. Or, dans la démonstration précédente du corollaire de Fermat, on a utilisé un exemple qui disait de montrer que 4 à la puissance 16 est congru à 1 modulo 17. Or, on avait bien montré que 4 à la puissance 16 est congru à 1 modulo 17 en multipliant maintenant ceci par 4. Nous aurons 1 fois 4 modulo 17. Ceci implique que 4 à la puissance 17 est congru à 4 modulo 17.
D'où la démonstration. Arrivons au thème de l'objectif de cette vidéo. Nous venons comme ça d'élaborer 4 parties très essentielles. La première partie qui consistait à continuer avec les propriétés sur la congruence. La deuxième partie, c'était de vous montrer comment résoudre une équation de la forme AX congrue à B modulo N, comment déterminer l'inconnu X. La troisième partie, c'était l'énonciation du corollaire de Fermat qu'on a démontré. Et la quatrième partie, c'est le théorème de Fermat qu'on a énoncé, on a démontré et on a donné un exemple pour que vous puissiez vous imprégner de comment appliquer ce théorème lorsque vous êtes en face d'un problème. Si vous avez aimé cette vidéo, vous devez m'écrire en commentaire. Pour ceux qui n'ont pas aimé, et c'est qu'il y a toujours ceux qui vont critiquer, écrivez-moi en commentaire afin que je puisse améliorer ma vidéo, je puisse m'améliorer dans ma présentation. Je vous prie de partager cette vidéo, de liker, de vous abonner à ma chaîne afin de ne plus rater d'autres vidéos qui seront plus instructives. Parce que la prochaine vidéo va consister à vous montrer comment se comporter en face d'un exercice sur la congruence. Donc nous allons seulement traiter un problème sur la congruence avec plusieurs questions et qui vont toucher tout ce qu'on vient de faire sur la congruence. Sur ce, bye bye.